Bienvenue sur Toutoui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. Il est 7 heures du soir, en ce 2 janvier 1894. Quelques enfants de chœur se hâtent dans les rues d'Antram, petite ville de Mayenne, pour se rendre au presbytère. Ils doivent prendre leur leçon de chant. Les doigts gelés et le nez rougi par le froid, ils frappent à la porte. Jeannette, la bonne du curé, leur ouvre et les envoie trouver le vicaire, c'est-à-dire l'adjoint du curé. Mais l'abbé Bruno leur dit qu'il ne peut pas leur donner leur leçon ce soir et les renvoie chez eux. Quelques instants plus tard, la vieille bonne demande au vicaire Bruno s'il sait où se trouve le curé, l'abbé Fricot. Le vicaire ne sait pas. Il n'y a qu'à attendre son retour. On attend un quart d'heure, une demi-heure et même 1 heure. Le curé ne revient pas. La table est mise, mais la soupe est froide. La bonne est désormais très inquiète. Ce n'est pas dans les habitudes de l'abbé Fricot de ne pas donner de nouvelles. Elle connaît son curé. Et elle a raison de s'inquiéter, car nous sommes au début d'une sale affaire. Le premier article concernant le presbytère d'Antram paraît dans le quotidien La Mayenne le 4 janvier 1894. On y lit un compte-rendu de la disparition du curé Fricot et les premières déclarations du vicaire et de la bonne. Mais dès le lendemain, le reporter s'excuse car ce premier article était écrit au courant de la plume. Les lecteurs d'une feuille quotidienne doivent comprendre les exigences et les lacunes ou incorrections obligées du reportage. Prévenu la veille à midi seulement, le reporter arrive à Antram vers 2h30. Il est environ 5h quand, après une enquête forcément superficielle, il est de retour à Laval et, à 6h15, le journal est sous presse. L'article, écrit avec hâte, sans contrôle sérieux et presque sans réflexion, écrit encore le reporter, contient des erreurs. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve cette longue justification pitoyable. Le reporter a la possibilité de ne rien écrire s'il ne sait pas. Il peut attendre d'être sûr de ce qu'il écrit plutôt que d'imprimer n'importe quoi. Ou s'il le doit, il a la possibilité d'expliquer dans quelles conditions il rédige son article et d'émettre les réserves nécessaires. Mais non, il faut remplir les colonnes du journal et être le premier à publier. Revenons à notre sale affaire. Nous avons laissé la bonne du curé très inquiète au soir du 2 janvier. L'abbé Bruno, le vicaire, prend une lanterne et s'en va dans les rues du village à la recherche de son curé. La bonne le suit. Aucune lumière aux fenêtres, sauf à une maison située tout en haut du bourg. C'est par là qu'il dirige ses pas. Tous deux frappent à la porte sans recevoir de réponse. Au moyen d'une longue branche, ils heurtent les vitres du premier étage, qui restent parfaitement closes. Tous deux se résolvent à chercher leur curé au presbytère. Lui, si sédentaire, n'a pas dû le quitter, surtout sans prévenir quiconque. D'ailleurs, sa douillette, sa pèlerine et son chapeau se trouvent toujours dans son cabinet de travail. Or, l'abbé Fricot, très frileux, ne quitte jamais la maison sans prendre au moins sa douillette. Ils se rendent chez madame Chelles, qui demeure non loin du presbytère, pour lui demander son aide. Il la réveille, ainsi que son fils, prêtre lui aussi. C'est tous les 4 qu'ils entreprennent de chercher l'abbé Fricot. Ils fouillent la maison, l'écurie, le jardin, mais sans succès. Épuisés, frigorifiés, ils s'encouragent mutuellement à poursuivre leurs recherches. L'abbé est peut-être blessé quelque part. Le lendemain matin, le 3 janvier donc, à 5h, l'abbé Bruno ne dit pas la messe. Il va à l'abbaye de la Trappe, toute proche, chercher un religieux pour la dire à sa place. En chemin, il lui dit que l'abbé Fricot a disparu, qu'il est inquiet car depuis quelque temps, il a des idées de suicide. Un de ses neveux lui donne des ennuis. C'est sur les conseils du religieux qu'on fouille le puits du presbytère. Le journal La Mayenne fournit un plan des lieux dans le 2e article qu'elle consacre à l'affaire. C'est sans doute mieux pour comprendre l'emplacement du puits. Il se trouve de l'autre côté de l'église, au fond du jardin. En ce matin du 3 janvier, il est étrangement recouvert de branchages, ce qui n'est pas habituel.
Il faut donc les écarter pour tenter d'y voir quelque chose à l'aide d'une lanterne. On distingue alors que trop bien, sous des bûches, un corps vêtu d'une soutane. L'abbé Bruno et l'abbé Chelles vont prévenir M. Pivert, adjoint au maire d'Entrammes. Ils lui demandent de venir immédiatement au presbytère sans même lui donner d'explication. À la cure, l'abbé Bruno raconte à l'adjoint que le curé Fricot a disparu depuis la veille au soir, qu'on l'a cherché toute la nuit et qu'on a découvert son corps dans le puits. En revanche, aucune trace de lutte autour du puits. Il semble certain que le meurtrier a précipité sa victime dedans et qu'il l'a ensuite accablée de coups avec des bûches prises dans le bûcher tout proche. Les longues perches qui émergent du puits servent d'habitude à la bonne pour étendre le linge. Le malheureux curé a dû tenter d'escalader le mur du puits après sa chute, car on y voit à l'intérieur, jusqu'à la margelle, des éclaboussures de sang. Mais son assassin l'a repoussé à l'aide des perches et sans doute assommé avec les bûches. L'une d'elles porte encore une mèche de cheveux blancs. On retire le cadavre du puits. Les os du nez sont en bouillie, les lèvres éraillées, les dents cassées. Il porte une blessure à la tempe. La peau du crâne est décollée et ses mains couvertes d'ecchymoses. Les pieds qui ne sont plus chaussés de sabots sont aussi déchirés. Tout en souhaitant l'arrestation prochaine du meurtrier, car les honnêtes gens de ce pays ont grand besoin d'un peu de sécurité, le journaliste déplore la façon extraordinairement lente et inexpérimentée avec laquelle les recherches commencent. Le juge d'instruction, par exemple, a été prévenu de bonne heure, mais n'est arrivé sur les lieux qu'à 1h30 de l'après-midi. Que n'a-t-il, dès la nouvelle reçue, ordonné à la gendarmerie de Laval et de Château-Gontier une battue générale dans toute la contrée? Le journaliste conseille aux magistrats d'oublier leur amour-propre et de demander l'aide d'inspecteurs de la sûreté mieux au fait des instructions criminelles. Ce qu'il faudrait à la France en cette année 1894, un autre article du journal l'explique, c'est une compagnie mobile de détectives. Ils seraient envoyés en province et aideraient la police locale à découvrir les coupables. Car en Mayenne, les magistrats comme les agents manquent de ce flair qui caractérise les détectives de profession. Ils ont beau chercher et fouiller partout, ils ne voient pas toujours et entendent rarement. Les détectives de profession ont l'œil exercé et le flair délicat pour faire lever le gibier qu'on appelle les assassins et les voleurs. Ils voient et sentent de loin. Ils connaissent à fond les ruses de ces gaillards et souvent pour eux, un rien devient un indice. Vous savez que les vœux de ce reporter seront exaucés quelques années plus tard grâce à Georges Clémenceau et ses brigades régionales de police mobile, popularisées sous le nom de Brigade du Tigre. Alors que les habitants d'Entrammes et d'ailleurs lisent ces lignes, les magistrats instructeurs, sans l'aide des détectives parisiens, arrêtent un suspect. Bel exploit en si peu de temps. Mais le journal La Mayenne refuse de livrer son identité. En dépit des charges, en apparence très graves, qui pèsent sur lui, il ne veut pas croire en sa culpabilité avant que les éléments de preuve réunis par les magistrats instructeurs ne prennent une consistance et une force irrésistibles. Le journal, qui au premier jour du drame se hâtait de publier tout et n'importe quoi, se découvre aujourd'hui des scrupules. Car, poursuit le reporter, malgré la douleur, malgré l'émotion qui s'est emparée de la ville entière, malgré l'avide curiosité du public, la plume se refuse à tracer les choses terrifiantes qu'il tient pourtant de bonnes sources. Il suspend donc son rôle d'informateur. On apprend seulement que le prisonnier est tenu au secret le plus absolu et qu'il nie sa culpabilité avec la dernière énergie. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et on voudrait que les journalistes soient saisis d'une telle retenue, quel que soit le suspect. Mais celui-ci, bien qu'il soit un homme comme les autres, jouit d'une considération due à sa seule fonction. Vous l'avez deviné peut-être, non? L'homme suspecté du meurtre de l'abbé Fricot n'est autre que son plus proche collègue, l'abbé Bruno,
vicaire d'Antram. Tournons-nous donc vers des journaux que le scrupule religieux ne bâillonne pas, au contraire. Le Petit Parisien, par exemple. Il explique que les premiers renseignements sur l'assassinat de l'abbé Fricot ayant été fournis à la presse par son assassin présumé, il est bon de mettre les choses au point. L'abbé Fricot a été assassiné vers 8 heures du soir. Après son repas, il sort pour satisfaire un besoin naturel et l'assassin, l'abbé Bruno donc, le surprend dans le jardin, l'assomme d'un violent coup sur la tête et le jette dans le puits. Mais il n'est pas mort. Il essaie de remonter le long d'un tuyau qui alimente la pompe et appelle au secours. Des femmes du voisinage ont d'ailleurs entendu ces cris. Alors le vicaire va chercher de grosses bûches qu'il jette sur la tête de sa victime. Il s'empare d'une perche avec laquelle il la repousse. On comprend aussi que ce que le journaliste de la Mayenne prend pour de la lenteur est en fait du ménagement. On n'arrête pas un prêtre comme on arrête les apaches, ces voyous de banlieue. On ne lui passe pas les menottes au vu et au su de tous les habitants d'un village. Aussi, à 8 heures du soir, alors que l'enquête n'a encore abouti à aucun résultat, les magistrats se décident à perquisitionner la chambre du vicaire. Ces nouvelles recherches permettent 3 découvertes importantes. Le chandelier de l'abbé Bruno, portant l'empreinte de doigts ensanglantés, une serviette froissée maculée de sang et des taches de sang sur les touches de l'harmonium dont l'abbé se sert pour apprendre le chant aux enfants. En fait, l'abbé Bruno a joué de l'harmonium après le crime. On interroge l'abbé sur la provenance de ce sang. Il ne sait pas. On l'arrête. Il semble que les précautions prises par le journaliste de la Mayenne soient tout à fait inutiles. La rumeur publique a en effet désigné immédiatement le vicaire comme l'assassin probable. En effet, ce vicaire Bruno s'est fait une réputation détestable dans la région. Avant d'être nommé à Antram, il a été vicaire à Astillé, où pendant son séjour, 2 incendies ravagent le presbytère. Écoutez ça. Dans la nuit du 11 au 12 novembre 1891, un incendie éclate dans le presbytère d'Astillé. Peu de temps auparavant, l'abbé Bruno a assuré son mobilier. Il est donc indemnisé à hauteur de 1308 francs. Nouvel incendie dans la nuit du 27 au 28 juillet 1892. L'abbé Bruno touche cette fois 3074 francs. Il vit seul au presbytère et il est le seul à bénéficier d'indemnisation. Beaucoup de gens pensent alors que l'abbé Bruno est l'incendiaire. D'autre part, le vicaire fait de fréquents voyages à Laval, situé à 10 km d'Antram. En vérité, ses dépenses ne sont pas en rapport avec ses appointements. Alors, d'où lui vient l'argent qu'il dépense en ville ? On se souvient que 15 jours avant l'assassinat de l'abbé Fricot, 600 francs ont disparu du presbytère. Bien imprudemment, l'abbé Fricot aurait déclaré qu'il connaissait le voleur et qu'il lui ferait savoir. Le voleur, se voyant découvert, a-t-il jugé plus prudent de faire disparaître son accusateur ? Comme on le voit, les langues vont bon train à Antram et même à Laval. Le crime odieux est l'objet de toutes les conversations, même si on s'accorde à penser que la lumière ne sera jamais faite parce qu'il s'agit d'un prêtre. Et, en effet, l'instruction est entourée du plus profond mystère. Aucun magistrat ne veut parler. On se borne à dire que l'enquête sera longue, très longue. On peut se tourner vers les journaux anticléricaux pour en savoir plus sur l'abbé Bruno, vers le quotidien La Lanterne, par exemple. Il dit pique-pendre du vicaire qui serait un coureur de jupons. Il serait protégé par les plus hautes influences épiscopales et couvert de dettes. On sait à présent qu'il a passé la nuit du 1er au 2 janvier dans une maison malfamée, dans un bordel en clair. Le journaliste précise qu'il s'y livre à d'épouvantables orgies. En fait, l'abbé se rendait 3 fois par semaine à Laval où il avait une chambre, une garçonnière.
Et puis, il paraît aussi qu'à Artillé, où il a commis des vols et provoqué des incendies, le fait semble acquis désormais, il a eu le toupet pour détourner les soupçons d'accuser 2 personnes, un tailleur nommé Durand et un brave cantonnier nommé Pierre Jarry, qui a failli mourir de désespoir en se voyant ainsi déshonoré. Et comme si tout ça ne suffisait pas, on soupçonne le curé débauché d'avoir assassiné la veuve Bourdet quelques mois plus tôt à Laval. Cette fleuriste connaissait l'abbé, son assassin l'a volé, voilà qui suffit à lui faire endosser le crime. Comme on le voit, le tableau est complet. Débauché, menteur, voleur, incendiaire et assassin. Le tout assaisonné d'une hypocrisie et d'une bassesse de caractère peu commune. Le 5 janvier, le journal La Croix signale en quelques lignes l'assassinat du curé. Mais le 10, il rapporte l'arrestation du vicaire comme une affaire douloureuse qui défraie en ce moment tous les mauvais journaux. Il faut, bien sûr, attendre la fin de l'instruction judiciaire. Et quoi qu'il en soit, l'infamie de Judas n'a pas rejailli sur le corps apostolique. Car le crime d'aujourd'hui est et sera toujours une horrible exception et ne saurait jeter une ombre sur les vertus de cet admirable clergé qui, dans la proportion de 100 000 contre 1, résiste à la décadence morale qui afflige la fin de ce siècle. Vous sentez la tournure que prend l'assassinat de l'abbé Fricot ? Les catholiques et les anticléricaux s'affrontent à boulet rouge. Le journal anticlérical L'Avenir de la Mayenne reprend même les articles parus dans les journaux catholiques à propos de l'affaire pour les commenter mot à mot. Et quand ils n'en disent rien, ils dénoncent leur hypocrisie. Bref, la guerre est ouverte. Voici quelques éléments pour mieux comprendre le contexte de cette sale affaire. Durant les années 1870, la toute jeune Troisième République mène une politique d'ordre moral qui vise à préparer le retour de la royauté en France. Cette politique s'accompagne d'une forte religiosité et d'une explosion de la presse catholique, bien sûr anti-républicaine. À partir des années 1880, les républicains l'emportent et promulguent des lois qui visent à laïciser la société, comme les célèbres lois Ferry sur l'instruction. Les deux camps se radicalisent donc et l'idée de séparation des églises et de l'État fait son chemin. Elle ne sera effective qu'en 1905. J'essaie, pour vous conter cette sale affaire, de consulter des journaux moins partiaux. Je me tourne vers Le Figaro d'alors, qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Émile Zola, par exemple, écrit dans ses colonnes. Et Le Figaro décide qu'il faut envoyer un correspondant sur place. Voilà donc le reporter parisien qui arrive à Antram, 1300 habitants. C'est à Antram que les frères trappistes ont établi une grande colonie agricole où ils fabriquent les fromages dits de Port-Salut, déjà bien connus à l'époque. C'est le couvent qui a fait la fortune du pays, autrefois assez pauvre et assez triste à en juger par la désolation des plaines qui l'entourent. En ce très rigoureux mois de janvier, la terre est couverte d'une épaisse couche de neige. Les corbeaux qui passent en croassant dans le ciel gris ajoutent encore à l'aspect lugubre du paysage. Le récit que le journaliste fait des recherches et de la découverte du corps de l'abbé Fricot est un peu différent du mien, mais peu importe car il en existe plusieurs versions. Pour ce qui est de la culpabilité de Bruno, il signale que les charges contre lui sont assurément graves et que l'opinion lui est peu favorable. Tout ça reste donc très mesuré, tandis que le journal La Lanterne se déchaîne contre les journaux catholiques et l'éducation catholique en général. Car ces journaux catholiques prétendent que l'instruction chrétienne seule peut empêcher les crimes, qu'elle est la panacée universelle qui guérira les âmes et ramènera le règne de la vertu sur la terre. Mais l'affaire Bruno est la preuve du contraire, puisque des gens élevés sur les genoux de l'Église et imbibés des plus purs principes du catholicisme n'en deviennent pas moins d'affreux gredins. Sans mauvais jeu de mots, cette sale affaire est du pain béni pour les anticléricaux. Mais c'est de bonne guerre, car chaque fois qu'un crime est commis,
Les journaux religieux ne manquent jamais de s'écrier que c'est le résultat de l'éducation laïque et des écoles sans Dieu. Un partout, la balle au centre. Il faut bien dire que les charges s'accumulent contre l'abbé Bruno et qu'elles sont accablantes. On trouve dans sa chambre beaucoup d'argent, qu'il déclare destiné à des œuvres pieuses et des titres appartenant à la victime. Un costume gris aussi dont il ne veut pas reconnaître la propriété, mais qui lui va comme un gant. Ce costume, on le comprend rapidement, est celui qu'il endosse quand il se rend à Laval vers 5 ou 6 heures du soir et qu'il passe la nuit en ville. Quant à ses œuvres pieuses, eh bien, elles ne sont pas vraiment catholiques, disons-le. L'abbé dépense son argent avec des femmes, des prostituées, auxquelles il offre des fleurs et même une montre en or pour l'une d'entre elles. Il a aussi besoin d'argent pour payer à l'aubergiste d'Astillé la location d'une voiture et d'un cheval pour se rendre à Laval. Le témoignage de l'aubergiste est d'ailleurs accablant pour Bruno. En vérité, tout semble défavorable au vicaire. Même en laissant de côté les journaux les plus virulents, comme la Lanterne ou l'Avenir de la Mayenne, qui bouffent du curé désormais tous les jours, on trouve peu de partisans de l'abbé qui pourtant continuent à se dire innocents. Un témoignage tardif achève de le condamner dans l'opinion publique. La sœur qui dirige l'école des filles d'Antram, une religieuse donc, déclare que le lendemain du crime, l'abbé Bruno lui a affirmé que le curé Fricot s'était suicidé en se jetant dans le puits. Pour ne pas déshonorer sa mémoire, le vicaire aurait jeté des bûches sur son cadavre pour qu'on croie à un crime. L'instruction de l'affaire Bruno, ou plutôt des affaires Bruno, est close fin avril. Voici les charges retenues contre lui. Les incendies en novembre 1891 et juillet 1892 et le vol du presbytère d'Astillé. Le vol et l'assassinat de la veuve Bourdet le 15 juillet 1893. Le vol et l'assassinat du curé d'Antram le 2 janvier 1894. Pour ces crimes, l'accusé risque 4 fois la peine de mort. Il doit en plus répondre de plusieurs vols, détournements et escroqueries devant la police correctionnelle. Il n'est plus défendable et le journal La Croix le condamne également. Un mot sur l'assassinat de la veuve Bourdet. Le 15 juillet 1893, cette marchande de fleurs du quai de la Mayenne à Laval est retrouvée égorgée. On lui a volé de l'argent et des obligations. L'enquête ne mène à rien et l'affaire est classée. Tout change quand on apprend que l'abbé Bruno est suspecté de meurtre, car il connaissait la veuve Bourdet. En effet, il venait fréquemment dans des conditions équivoques chez une femme Martin demeurant rue du Val-de-Mayenne, dont la maison communiquait par une cour intérieure avec la cuisine de la fleuriste assassinée dans sa cuisine. On a retrouvé dans les affaires de l'abbé une clé ouvrant le tiroir-caisse de la veuve Bourdet, une autre ouvrant la porte de sa cuisine et une autre sa boutique. 2 témoins ont vu un homme entrer dans la boutique le soir du crime. L'un d'eux donne un signalement correspondant au vicaire d'Antram, l'autre le reconnaît formellement. De même, le cocher qui, ce soir-là, a pris un homme place de l'hôtel de ville à Laval pour le déposer à 2 kilomètres d'Antram. Cet homme, c'est l'abbé Bruno. Le cocher en est certain. Le procès de l'abbé Albert Joseph Pierre Bruno, 33 ans, s'ouvre devant la cour d'assises de la Mayenne à Laval le 9 juillet 1894, 6 mois après la mort de l'abbé Fricot. L'accusé est défendu par maître Dominique du barreau de Laval. 95 témoins à charge et 15 à décharge sont cités à comparaître. Désirant ne pas me tourner vers un journal anticlérical pour suivre ce procès, j'ouvre le petit journal qui, dans son édition du 8 juillet, me fait bien rire. Le journaliste qui signe Maître Corbeau rappelle qu'il reste fidèle à cette impartialité absolue dont le petit journal s'est toujours fait une loi en toutes circonstances.
Alors là, si le petit journal est impartial, moi, je suis Mère Teresa. Car, précise Maître Corbeau, nous devons à nos lecteurs la vérité. Nous sommes lus partout et par tous. Quelques-uns de nos lecteurs semblent craindre que par notre faute, il ne rejaillisse du scandale sur la religion dont l'accusé était un des ministres. Qu'il se rassure, l'accusé Bruno, s'il est coupable, portera seul devant l'opinion publique le poids de ses forfaits. Est-ce que le crime pour lequel Anastet, il y a 2 ans, a porté sa tête sur l'échafaud, a le moins du monde porté atteinte à l'honneur de cette loyale et courageuse armée dont la France est à juste titre si fière ? Interroge le journaliste. Si cet Anastet ne vous dit rien, chères auditrices et chers auditeurs, je vous conseille d'écouter l'épisode de Sale Affaire intitulé « Assassinat, boulevard du crime ». Je vous mets un lien en description. Si l'opinion publique, malgré les dénégations de Bruno, s'accorde sur la culpabilité, on comprend mal le mobile du crime. Le vicaire aurait-il tué son curé parce qu'il avait compris qu'il piquait dans la caisse ? Par peur d'être dénoncé à l'évêché ? On espère que le procès fera la lumière sur le sujet. Mais d'abord, examinons le passé de l'accusé. Albert Bruno se fait voleur dès l'enfance. Il entre au petit séminaire de Mayenne, dont il est chassé pour vol. Il entre à celui de Pressigné, puis au grand séminaire où il fait de brillantes études. Il est ensuite envoyé comme vicaire à Astillé, où sa moralité est déplorable. Selon le petit journal, il se rend presque tous les jours à Laval où, vêtu d'habits bourgeois, quelquefois même en costume de cycliste, il se vautre dans la plus crapuleuse débauche. Il dépense sans compter dans des endroits interlopes où il se fait appeler comte d'Antigny. Entre 1888 et 1893, il aurait dépensé plus de 30 000 francs, une somme très considérable. Assistons à présent au procès de cet homme que tout accuse, mais qui plaide l'innocence. L'audience est ouverte à midi. Depuis le matin, la foule assiège les abords du vieux château, un donjon du XIIe siècle transformé en prison, et ceux du nouveau château où est installé le palais de justice. Inutile de dire que la salle est comble. On étouffe dans les tribunes en ce début juillet. L'accusé fait son entrée entre 2 gendarmes. Il est vêtu en civil. Il regarde le public avec assurance et répond d'une voix ferme à l'interrogatoire d'identité. Pendant l'appel du jury puis des témoins, plus d'une centaine, on jette un œil à la table des pièces à conviction. On y voit la lampe et le clavier d'harmonium du presbytère d'Antram, 8 énormes bûches, une soutane, des vêtements, des clés. Je ne reviendrai pas sur tous les aspects déjà évoqués dans mon récit. Mais enfin, vous avez certainement envie de savoir ce que l'abbé répond aux accusations de débauche. Eh bien, il reconnaît avoir manqué à sa dignité de prêtre, mais seulement 8 ou 10 fois en 4 ans. Il avoue sa faute et en demande pardon à Dieu et aux hommes. Le président l'interroge sur cette demoiselle de Laval à laquelle il a offert une montre en or, souvenez-vous. Il répond qu'il n'a eu avec cette demoiselle que des relations de bienséance, d'honnêteté, d'amabilité, et déclare n'avoir jamais manqué au respect que son caractère lui imposait envers une personne de son honorabilité. Cette emphase déclenche l'hilarité dans la salle. Pour ce qui est des clés retrouvées chez lui et qui ouvrent plusieurs portes chez la veuve Bourdet, il déclare que tout le monde a des clés chez lui qui pourraient ouvrir la moitié des portes et des tiroirs de Laval. La veuve Bourdet, il ne la connaissait pas. Pour ce qui est des vols et des incendies dont on l'accuse, il a réponse à tout. Quant au crime de l'abbé Fricot, c'est bien simple. Il n'est pas sorti du presbytère ce soir-là. L'accusé se défend avec volubilité, même avec habileté, excepté lorsque l'évidence est contre lui. Ses explications sont alors plus ou moins claires ou ponctuées de trous de mémoire bienvenus. Le 12 juillet est jour de réquisitoire. Le procureur de la République entame le sien par un éloge du curé Fricot.
Quant à l'abbé Bruno, quand on connaît sa vie de crapuleuse débauche, on est tout disposé à le croire capable des crimes dont on l'accuse. C'est un rôdeur de nuit, un coureur de mauvais lieux, dépensant en 2 ou 3 ans 30 000 francs dont il lui est impossible d'expliquer la légitime possession. L'accusation examine un à un les faits reprochés à l'ancien vicaire. Elle discute les charges qui pèsent contre lui et le déclare coupable de tous les chefs d'accusation. L'abbé mérite d'autant moins l'indulgence que son éducation et le milieu social dans lequel il a vécu devaient le préserver davantage de la chute et de l'infamie. Il faut que sa tête tombe. C'est ensuite l'avocat de la défense qui s'exprime. Il discute bien sûr les charges accumulées contre son client. Il reconnaît que c'est un prêtre indigne qui a manqué à son vœu de chasteté. Mais il n'a pas été prouvé que l'abbé était un incendiaire et un assassin. Il faut donc tout simplement l'acquitter. Après seulement 30 minutes de délibération, le jury rapporte un verdict affirmatif sans circonstance atténuante sur l'assassinat d'Entrammes, négatif sur les autres. La Cour condamne donc l'abbé Bruno à la peine de mort. Dans la salle d'audience, on applaudit le verdict comme à un spectacle. La foule est parfois ignoble, écrit le journal catholique La Mayenne. Elle devrait savoir que le respect de la justice comporte le respect du condamné. Aussi, malgré son approbation entière pour un verdict légitime et nécessaire autant que pénible, le quotidien ne peut cacher son dégoût pour la tenue d'une partie du public. Dès son retour à la prison, Bruno revêt la camisole de force. Il donne alors le seul signe d'émotion depuis 6 mois et demi. Ses gardiens voient 2 grosses larmes couler le long de ses joues. L'abbé Bruno se pourvoit en cassation, mais sa demande est rejetée. Sur insistance de son avocat, il signe un recours en grâce auprès du président de la République, Jean-Casimir Perier. Maître Dominique a bon espoir. En effet, si tout concourt à démontrer que l'ancien vicaire a tué son curé, si les présomptions les plus graves sont réunies pour prouver sa culpabilité, il n'y a ni témoin ni aveu. En pareil cas, il est fréquent que la peine de mort soit commuée en travaux forcés à perpétuité. Mais il s'agit là d'un prêtre. Alors on craint, au plus haut de l'État, d'être accusé de céder à des influences religieuses. Le recours en grâce est rejeté. On annonce l'exécution pour le 26 août, puis le 28 août au matin. Louis Desblair, l'exécuteur des hautes œuvres, se met donc en route pour Laval, avec les bois de justice. Quand l'envoyé du Figaro arrive en gare de Laval, on le prend un instant pour le bureau. C'est qu'on attend l'exécution depuis 8 jours et que la foule est immense et surexcitée. Les noms de Desblair et Bruno sont sur toutes les lèvres. Chaque nuit, de minuit à 5 heures du matin, la foule se presse sur la place du Palais, aux portes même de la prison, et manifeste son mécontentement. Elle veut la tête de l'assassin. Et Bruno entend ces vociférations depuis sa cellule. C'est un terrible supplice qui semble ne jamais devoir finir. Pour remplir les colonnes de son journal en attendant l'exécution, le journaliste du Figaro fait le récit de l'arrivée de Desblair, son fils et ses aides à Laval. C'est toujours un grand moment en ville. Et puis, on n'a pas vu la guillotine depuis 18 ans. Franchement, on trépigne. Et quoi ? Voilà que le procureur reçoit l'ordre d'attendre de nouvelles instructions avant de procéder à l'exécution. Cette nouvelle cause une stupéfaction générale. Que se passe-t-il ? Est-ce que la peine de Bruno serait commuée ? Pire, serait-il gracié ? Ou bien est-ce une fausse nouvelle pour que la foule de curieux s'en aille ? Non. Maître Dominique, l'avocat de Bruno, s'est plaint au président de la République de ne pas avoir été reçu par lui pour défendre son client comme c'est l'usage. Et il a obtenu un entretien pour le surlendemain.
Desblair est furieux. Il déteste poireauter. Et la foule grossit encore, car il arrive des gens d'Entrammes, d'Astillé, de Voutré, d'Évron, et même de Rennes, de Fougères, du Mans, de Caen. Beaucoup ont apporté leur pique-nique. Mais ça ne va pas suffire puisque l'exécution est ajournée. Toute la nuit du 28 au 29 août, 3000 personnes stationnent sur la place du Palais, à bout de patience. On va jusqu'à écrire sur la porte de Maître Dominique la tête de Bruno ou celle de Dominique. Les gendarmes conseillent à Madame Dominique, l'épouse de l'avocat, de ne pas sortir de chez elle. La situation est tellement tendue qu'en rentrant de Paris par le train, l'avocat ne descend pas à la gare de Laval, mais à la chapelle Antenaise, à 3 lieues de là, où une voiture l'attend pour le ramener à Laval. C'est le 30 août 1894 que l'abbé Bruno est exécuté. L'ex-abbé, puisqu'il a été interdit par l'Église, c'est-à-dire qu'il ne peut plus exercer. Il meurt bravement, sans forfanterie ni faiblesse, en protestant de son innocence devant la guillotine à 4h55 du matin. Des bravos nourris éclatent alors parmi la foule. Pendant plusieurs semaines, la tombe de l'ancien vicaire au cimetière de Laval reçoit de nombreuses visites. L'administration a pourtant pris des précautions pour qu'aucun signe extérieur ne révèle la place où il est enterré. Mais au moment de l'inhumation, plusieurs personnes ont utilisé des échelles pour grimper contre le mur du cimetière et voir l'emplacement de la fosse. Aussi, peu de temps après, une femme est venue déposer sur la tombe un bouquet de reine Marguerite blanche que les employés du cimetière ont aussitôt enlevé. Des jeunes filles sont venues le lendemain sans se tromper d'endroit. Des religieuses se présentent aussi. Dans les rues de Paris, par contre, on chante les crimes de l'abbé, son vice et sa duplicité. On le comprend, les crimes de l'abbé Bruno ont ravivé les passions religieuses dans une France où l'État et la religion sont encore intrinsèquement mêlés. Bien des années plus tard, en 1942, dans un climat apaisé, Pierre Bouchardon, très célèbre avocat et magistrat instructeur, publie un livre intitulé « Le puits du presbytère d'Entrammes » qui innocente l'abbé Bruno. De même, en 2001, l'avocat et bâtonnier Jacques Lecomte reprend l'affaire à partir du dossier judiciaire conservé aux archives départementales de la Mayenne. Lui aussi conclut à l'innocence de l'abbé en soulignant les lacunes de l'accusation et la pression de l'opinion. Et en effet, pour vous raconter cette sale affaire, j'ai suivi les journaux de l'époque qui traduisent cette opinion, mais n'ont pas accès au secret de l'instruction. Comme moi, sans doute, vous condamneriez l'abbé Bruno sur la foi de tous ses commérages. Mais peut-être nous trompons-nous. Peut-être l'abbé Bruno était-il innocent. Cette histoire vraie s'est écrite comme les autres grâce au site Gallica et Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez toutes mes sources en description de cet épisode. Vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre d'écrire de nouvelles histoires. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot. S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant. À bientôt sur Toutouille.